Le focus du jour nous emmène au Mexique. Si l'État de Veracruz était un pays, ce serait le plus dangereux au monde pour les journalistes. En moins de 5 ans, 19 ont été assassinés, 5 ont disparu. Parmi les causes de cette hyper-violence à l'encontre des professionnels de l'information, la présence du crime organisé dans la région, mais aussi la corruption, l'impunité et des pressions constantes de la part de l'État sur les journalistes. Le reportage sur place de nos correspondants Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Rubén, un prénom inscrit pour quelques heures devant le palais du gouverneur du Veracruz. Celui d'un jeune journaliste assassiné il y a tout juste 1 an. Ce sont des portraits de Rubén qu'avait fait un ami. Et Rubén, c'était un gars qui aimait bien faire le pitre. Noé était très proche de Rubén. Ensemble, ils ont couvert une actualité souvent dominée par l'emprise des cartels de la drogue et par leurs collègues assassinés. Le plus difficile pour nous en ce moment, c'est la question de l'autocensure. On ne sait jamais si on est en train de franchir la ligne rouge ou pas. Dans le Veracruz, les journalistes travaillent sous la pression des orejas, les oreilles. Des espions très peu discrets des autorités locales qui suivent les reporters dans toutes leurs activités. Noé et Rubén avaient ensemble interpellé le gouvernement sur ce harcèlement constant. Vous exigez qu'ils prennent en photo tous les manifestants et tous les journalistes. Mais dans quel but? Pourquoi nous prennent-ils en photo sans cesse? Pourquoi enregistrent-ils nos conversations entre collègues? Pourquoi? Menacé, Rubén avait fui le Veracruz quelques mois après cet épisode. Il fut tué par balle à Mexico peu après. Nous retrouvons Noé. Il est désormais accompagné de gardes du corps assignés par le gouvernement. À son tour, il a reçu une série de menaces par Internet. Prenez par exemple ce type, je ne le connais même pas, mais voilà ce qu'il m'écrit. Tu dis qu'on te menace juste parce que tu veux qu'on parle de toi, sale écrivain raté, je sais où tu vis. Sur les réseaux sociaux, un autre inconnu accuse Noé de travailler pour un cartel de la drogue. Selon lui, ces campagnes de diffamation émanent du gouvernement de Javier Duarte, gouverneur depuis 2010. Ce sont des campagnes grossières, vulgaires, et qui souvent sont contre-productives. Mais ici, c'est très fréquent qu'ils y recourent. Je suis allé il y a peu à l'enterrement de mon collègue Pedro Tamayo, assassiné à Tierra Blanca. De lui, on disait qu'il était le protégé du chef d'un cartel, et qu'il possédait de grandes propriétés, des maisons de luxe. Mais je connais sa maison. Elle est encore plus humble que la mienne. C'est toujours pareil, ça leur permet de dire ils l'ont tué parce qu'il filait du mauvais coton. Il l'a bien cherché. Même sort pour Regina Martinez, poignardée à son domicile en 2012. Elle fut la première d'une série noire de 19 meurtres de journalistes, dont un seul est considéré comme résolu. Pourquoi ça se passe ici dans le Veracruz? Je crois que la réponse est très simple, parce qu'ici règne l'impunité. Il n'y a qu'à voir, de toutes les affaires d'assassinat de journalistes, jamais aucune n'a été éclaircie. Il y a parfois une vague lueur de vérité, ou plutôt de justice, mais ça s'arrête là, comme si ça suffisait. Dans le cas de Regina, le motif avancé par les autorités fut le crime passionnel. Le mobile professionnel est rarement retenu. Je ne voudrais pas porter préjudice à qui que ce soit, mais il y a certains comportements, certains éléments d'enquête autour des meurtres de certains journalistes, où l'on note un lien qu'ils auraient pu avoir avec le crime organisé. Je ne veux pas dire que c'est la raison pour laquelle on a attenté contre leur vie, mais ça a été un facteur. 2 semaines ont passé. Noé a dû s'exiler à Mexico. Si je me sens en sécurité, ça c'est une question très relative. Disons que par rapport au Veracruz, je me sens un peu plus calme ici. Chez moi dans le Veracruz, j'entendais des pas sur mon toit et je les voyais surveiller ma maison et puis celle de ma petite amie. Il a rendez-vous au bureau d'une ONG de défense des journalistes. La situation au Mexique est préoccupante. De toutes les agressions répertoriées par l'organisation cette année, 49% ont été le fait de fonctionnaires d'État. Cela nous met dans une situation de vulnérabilité totale, parce que ceux-là même qui sont censés nous protéger sont ceux qui violent les droits de l'homme et attaquent les journalistes. Mais le Veracruz reste la zone rouge. Pour les journalistes, le danger y est le même qu'en Syrie ou en Irak, selon l'ONG.
Le gouvernement de Javier Duarte est complètement infiltré par le crime organisé. Ce n'est bien sûr pas rare dans ce pays, mais le problème ici, c'est qu'ils ont concentré leurs attaques contre la presse et surtout la presse qui ose les critiquer. Noé espère bientôt pouvoir rentrer dans le Veracruz et reprendre le travail. Malgré la peur, il ne baisse pas les bras. Il ne veut pas voir sa terre natale sombrer dans le silence et la censure. Et on va un petit peu plus loin avec notre invitée Geneviève Garrigos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne présidente d'Amnesty International France et sa porte-parole actuelle. Ce problème de l'hyperviolence contre les journalistes dans le Veracruz, est-ce que c'est vraiment caractéristique de l'État du Veracruz ou c'est vraiment généralisé sur l'ensemble du pays? La violence à l'encontre des journalistes est caractérisée sur l'ensemble du pays, puisque depuis 2000, et d'après les chiffres qui sont donnés par Reporters sans frontières, il y a plus de 90 journalistes qui ont été assassinés et 17 qui ont disparu. Par contre, les assassinats dans l'état du Veracruz, c'est là où ils sont le plus nombreux. Et on voit une violence qui est très, très importante. Et c'est souvent en lien avec des enquêtes, par exemple, sur le narcotrafic, sur la corruption. Voire, on a un journaliste qui a été assassiné également au mois de juillet, Pedro Tamayo Rosa, qui lui était sous protection et qui enquêtait sur les fosses de disparus. Et il a été assassiné devant sa famille. Donc on voit, c'est vraiment un État où il y a un niveau de violence très élevé. Et cette violence s'est accélérée depuis 2006 avec la mise en place de la lutte de la guerre contre le narcotrafic. D'ailleurs, on peut parler par le gouvernement mexicain. Une lutte qui est faite uniquement justement de répression et de violence et qui donne des résultats catastrophiques, mais dans tous les domaines des droits humains, les journalistes étant particulièrement la cible. Alors justement, vous le disiez, Enrique Peña Nieto a mis l'accent dans la lutte contre le narcotrafic et pourtant on a l'impression que président après président, les problèmes sont les mêmes et qu'on n'arrive pas à lutter contre ce phénomène, notamment lié à la corruption de fonctionnaires, de membres de la police, etc. Comment on peut réagir au Mexique contre ce problème-là? Alors, il y a effectivement, depuis l'arrivée de M. Peña Nieto, à l'époque, on nous avait annoncé que notamment ce ne seraient plus les militaires qui se chargeraient de la guerre contre le narcotrafic, mais la police, puisque les militaires ne sont pas faits pour enquêter, etc. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que d'une part, ce n'est pas le cas, et que sur les 27 000 disparus qui sont recensés, on sait que le chiffre est nettement supérieur depuis 2006, la moitié le sont depuis 2012, avec l'arrivée de M. Peña Nieto. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu d'amélioration de ce côté. Concernant la corruption, les liens qu'il y a entre le trafic, entre justement la police, les instances gouvernementales et les narcotrafiquants. L'exemple qui est le plus criant aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à Iguala il y a 2 ans avec la disparition de ces 43 étudiants de Ayotzinapa. Et on sait très bien, la commission d'enquête indépendante de la Cour interaméricaine des droits de l'homme a bien mis en évidence les liens qu'il y avait eu à tous les niveaux et qui ont permis que finalement ces disparitions ont lieu, ce massacre ait eu lieu et qu'on n'arrive toujours pas à retrouver les corps aujourd'hui. C'est le même phénomène, la disparition de 43 étudiants, les éliminations de journalistes, les kidnappings, ou ce sont des choses qui sont toutes liées au narcotrafic, mais qui sont indépendantes les unes des autres? Tout est assez lié et ce que l'on voit, c'est qu'on est d'un côté dans un système où il y a le narcotrafic, où il y a de la corruption, mais aussi il y a un niveau d'impunité très très élevé. Et d'une part, c'est pour ça que je disais que c'était au minimum 27 000 personnes disparues, puisque beaucoup de personnes ne peuvent pas déclarer puisque leurs plaintes ne sont pas reçues, voire elles sont stigmatisées, pointées du doigt si elles vont le déclarer. Mais on le voit bien dans la torture, par exemple, l'utilisation qui se généralise totalement de la torture pour obtenir des aveux et soi-disant obtenir des résultats. Eh bien, les plaintes pour torture, elles donnent lieu à très très peu de condamnations. Depuis des années, entre 2013 et 2015, il y a eu plusieurs milliers de cas de torture et une centaine à peine de personnes qui ont été condamnées. Et surtout, on l'a vu dans un rapport récent qu'on a sorti, nous, sur les violences et la torture que subissent les femmes en prison, qui est là aussi à un niveau très, très important. Sur 100 femmes qui avaient été interviewées, 70 ont déclaré au juge qu'elles avaient torturé. 22 enquêtes ont été ouvertes. Aucune poursuite réelle aujourd'hui. Et rapidement, pour conclure, que risquent les personnes qui tuent des journalistes? Est-ce qu'elles sont menacées ou pas forcément?
Déjà, il faudrait qu'il y ait eu des enquêtes ouvertes. Au mois de février, on a une journaliste, Annabelle Flores Salazar, qui avait été, elle, assassinée aussi dans l'état de... On a retrouvé son corps dans l'état de Puebla et enlevé à Veracruz, torturé par 5 hommes. Eh bien, il n'y a toujours pas d'enquête. Donc, voilà. Beaucoup de chemin à faire encore. Oui. Merci beaucoup, Geneviève Garrigos, d'avoir accepté notre invitation. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour un nouveau journal. À tout de suite sur France 24.